Et bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode du podcast Harmonie. Ici Adrien en direct de la Thaïlande, de Krabi. Évidemment, épisode un peu spécial aujourd'hui, un petit storytelling pour vous raconter mon aventure à travers cette fameuse retraite Vipassana. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont demandé un retour, qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, etc. À travers cette expérience et qui voulaient avoir un peu ce retour en épisode. Donc j'en ai profité pour en faire un épisode de podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est assez intéressant et ça me permet aussi de pouvoir répondre à tout le monde d'un seul coup. Voilà. Alors cette retraite s'est passée exactement en Indonésie, à Bogor, dans le sud de Jakarta, la capitale. Un petit patelin à côté de Bogor, en altitude, qui était juste magnifique, en montagne, exotique. C'était juste incroyable. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les retraites Vipassana, euh, moi personnellement, c'était pas quelque chose de commun dans ma vie. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont demandé un retour parce que c'est assez intriguant. Je ne connais que deux personnes dans toutes mes connaissances, entourage, etc., qui ont fait des retraites. Une personne avec qui je suis assez proche et une autre que je ne connais vraiment que de vue. Voilà, donc j'avais pas forcément de retour là-dessus, de témoignages. Alors on peut toujours regarder sur YouTube, etc. Mais je n'avais pas envie de me spoiler l'expérience en fait. Et j'ai bien fait parce que je pense que je ne serais pas allé, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc la première fois que j'ai entendu parler de cette retraite, c'était lors d'une conférence, la conférence de François Lemay au Québec. Et ça m'a intrigué, moi qui étais à fond de méditation, etc. Je me suis dit, waouh, ça peut être vraiment quelque chose à faire. Cette retraite-là, j'ai essayé deux fois de la faire en France. Une fois où je n'avais pas été sélectionné, parce qu'il y a une sorte de sélection aléatoire lorsque vous voulez vous inscrire. Et une deuxième fois où j'ai été sélectionné, mais j'ai eu une très bonne opportunité professionnelle et j'ai préféré privilégier le pro plutôt que le perso à travers cette expérience-là. Pendant mon voyage actuellement là, en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, etc., en janvier, j'ai eu un retour de méditation, j'ai eu envie d'en faire. Je sais pas pourquoi, vraiment de prendre plaisir à en faire. J'ai commencé à m'y mettre à coup de 30 minutes par jour. J'en faisais depuis longtemps, mais j'avais arrêté quand même. Je faisais surtout de la cohérence cardiaque, etc. Et donc je m'y suis remis en janvier. Et ça m'est venu où je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment pour faire cette fameuse retraite-là. Au début, je voulais pas parce que j'avais pas envie que ça casse mon voyage. Et au final, j'ai commencé à regarder. J'ai vu qu'en Indonésie, on pouvait en faire une. Indonésie, pays que j'adore. J'étais déjà allé à Bali l'an dernier. Les gens sont incroyables. Et je me suis dit, ok, c'est parti. On tente l'aventure. Je m'inscris. Et en fait, je suis sélectionné. Donc là, la pression monte le jour où je sais que je suis sélectionné. Je me dis, bon, ben, je prépare tout, le voyage, etc. Et on y va. Vipassana, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une technique de méditation qui vient de Bouddha, il y a fort, fort longtemps, fort, fort lointain, et qui permet en gros d'apprendre à observer nos réactions, nos émotions, observer absolument tout ce que l'on vit, autant sur le plan positif que négatif, autant quand on vit pardon, des expériences positives que des expériences négatives, et d'apprendre à s'en détacher. Parce qu'ils expliquent que le gros problème que l'on a, nous les êtres humains, entre guillemets, sur Terre, c'est deux choses. L'attachement aux bonnes choses, ce qui nous fait souffrir parce que lorsque l'on vit quelque chose de positif, on ne veut surtout pas que ça s'arrête. Et également la colère, la peur, la tristesse que l'on vit lorsque l'on traverse une expérience négative. Et à côté de ces deux choses-là, il y a ce que l'on appelle l'impermanence, l'équanimité, anicca, comme ils disent, c'est-à-dire le fait que tout est temporaire, le positif comme le négatif. Je traverse une difficulté, une expérience négative, j'ai un problème de santé, c'est temporaire. Je traverse un bon moment, je partage une expérience inoubliable, etc. Je me sens bien, c'est temporaire. Et lorsque l'on arrive à comprendre ces deux choses-là, en fait, c'est là que la magie de la vie opère et qu'on est beaucoup plus serein, on avance beaucoup plus facilement dans la vie à travers les obstacles et surtout, on ne quémande plus, on est moins attaché au positif. Ça ne veut pas dire que du coup, il est moins intense, le positif, mais plutôt qu'on ne souffre plus des passages où en fait le positif hop, passe au négatif parce que c'est toujours ça la vie. La vie ne fait que fluctuer, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, comme les saisons en fait. Printemps-été, ça fleurit, automne-hiver, les arbres et les feuilles, tout meurt pour renaître, etc.
La vie, ce n'est que ça. Et c'est ce qui est à la base de la méthode. Et comment, en fait, tu en viens à travailler ça? Eh bien, c'est à travers la méditation Vipassana. Alors moi, quand je suis arrivé le premier jour, eh bien écoute, c'était un peu particulier. Je donne mes affaires, mon téléphone, etc. Je vais dans ma chambre, 15 heures, pardon, et c'est parti. La retraite commence. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour te mettre dans un vrai mood de concentration, il faut t'enlever toutes les distractions. Donc, tu n'as aucunement le droit de communiquer. Tu n'as pas le droit de regarder les autres dans les yeux. Tu n'as pas le droit de les distraire. Tu n'as pas le droit de lire. Tu n'as pas le droit d'écouter quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit au téléphone, évidemment. Tu n'as pas le droit. Tu n'as droit à rien. Tu ne peux même pas prendre un petit truc de lecture. Tu n'as droit à rien. Tu te retrouves donc, au final, tout seul avec toi-même. Et c'est ça qui fait flipper. Quand j'ai commencé les 3 premiers jours, on travaille une technique de focus sur le nez pour apprendre à vraiment améliorer sa concentration. Ça a été horrible. Ça a été horrible. J'ai failli quitter en fait au bout du 2e et 3e jour parce que je commençais clairement à devenir fou en fait. Je commençais clairement à devenir fou. Il faut bien comprendre que le planning, c'est réveil à 4 heures du matin. 4h30, tu enchaînes 2 heures de méditation. Moi, le plus que j'avais fait il y a des années, c'était 1 heure et ça m'avait semblé être une éternité. Là, 2 heures juste le matin. Ensuite, tu as un déjeuner. Tu repars sur 3 heures. Tu manges, petite pause. Tu fais 3 heures. Tu as le soir, 2 heures avec un discours. Tu fais plus de 10 heures de méditation par jour. C'est énorme. J'avais calculé, si tu médites 1 heure par semaine, si tu gardes ce rythme-là pendant 2 ans, c'est comme si tu avais fait les 10 jours. C'est-à-dire que les 10 jours de méditation, c'est comme si tu avais fait 2 ans de méditation à raison d'une heure par semaine. C'est monstrueux en fait. C'est monstrueux. Et tout ça est fait pour que tu sois uniquement concentré sur toi. Et également pour mettre en lumière certains défauts que tu peux avoir sur le plan mental. Parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. À la fin du 3e jour, je me rendais compte de l'hyperactivité de mon cerveau, de mon incapacité à rester sans rien faire en fait. C'était trop dur pour moi. J'en ai même fait des infections urinaires de frustration. En fait, tu sais que c'est très lié à la frustration, les infections urinaires. Je n'en fais jamais, c'est extrêmement rare. La dernière fois que j'avais dû en faire, c'était il y a des années. Et là, j'en ai eu 3 en 10 jours. C'était très compliqué à gérer parce que je me rendais compte à quel point j'étais frustré de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Là où j'ai vu que ça allait être compliqué, au bout du 2e jour, je regarde sur le balcon en face et je vois un Chinois qui fait des allers-retours comme ça en marchant. Pouf, 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 pendant une petite pause. Là, je me suis dit, bon, Adrien, prison break. Voilà, retraite break. J'étais en mode Michael Scofield. Là. Je me suis dit, je vais me tatouer sur le dos, sur le torse, là, le plan de l'hôtel où on était. Je vais me barrer, mais très très vite, parce que c'était... Je me suis dit, on va devenir fou. Je me suis dit, là, si lui fait ça, c'est que ça va être très très compliqué. Et c'est vrai que c'est super dur de se retrouver dans ce truc-là. Alors, les 3 premiers jours étaient extrêmement compliqués. Je voulais partir. J'étais en train de compter chaque heure, chaque journée. Mais c'est extrêmement long. Ces journées-là, les 10 jours que j'ai passés ont été les plus longs de toute ma vie, en fait. C'était un truc de fou. À partir du 4e jour jusqu'au 6e, ça allait un peu mieux parce qu'on a commencé la technique Vipassana, qui consiste brièvement, je ne vais pas vous spoiler non plus, mais à observer toutes les sensations de notre corps, même si celles-ci, elles sont douloureuses. Et tant mieux si elles sont douloureuses. Il y a des moments où, en fait, on a des séances de détermination où pendant 1 heure, 3 fois dans la journée, tu as 1 heure de méditation où tu ne dois plus bouger. C'est-à-dire que tu prends une position et même si tu souffres un truc de fou, tu ne dois plus bouger. Alors évidemment, ce n'est pas le but de se mutiler, de s'auto-mutiler. Si à un moment donné, tu en peux plus, tu changes. Mais le but, c'est qu'en fait, tu apprennes à observer. La douleur est un outil pour observer ce qui se passe en toi. Et lorsque tu es capable d'observer la douleur et de ne pas réagir à cette douleur sur le plan mental, et ce qui va se passer, c'est qu'après, dans ta vie de tous les jours, lorsque tu vas vivre une émotion ou quelque chose de douloureux, tu ne vas plus être en réaction.
Réaction, c'est quoi? C'est de suite, imaginons j'ai une peur ou je vis une panique, hop, vite j'allume la clope, par exemple, pour certains. Hop, vite je fais ça, vite, vite, j'essaye de réagir plutôt que de juste observer que, oula, là je suis en train de vivre une peur ou je suis en train de vivre une colère. Si on prend l'exemple de la colère, par exemple, la première réaction qu'on a, ben on se met en colère. Je vis de la colère, la première réaction que j'ai, c'est que j'insulte quelqu'un, je casse quelque chose, je pète les plombs. C'est ça la réaction. Nous, ce qu'on veut, c'est observer. Oula, je suis en train de vivre de la colère, c'est en train de faire ça dans mon ventre, etc. C'est temporaire, ça va passer. C'est quoi maintenant l'action intelligente que je veux faire face à cette colère-là, face à cette situation que je vis? Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. C'est le principe même d'observation, d'acceptation que l'on retrouve euh, dans tous comment dire, dans tous les conseils, dans tous les podcasts, etc., liés au développement personnel. C'est ça. Ce qui est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a une partie de notre mental qui ne veut pas ça, en fait, et qui ne comprend pas aussi comment, si je vis une difficulté, juste en observant que je vis cette difficulté, celle-ci va passer. C'est pas logique dans le mental. Dans le mental, si je vis par exemple une peur ou une colère ou une tristesse, il veut absolument que je trouve quelque chose pour faire passer ça. Et c'est ça qui nous fait souffrir en réalité. C'est la réaction. Alors que le but, c'est l'action. C'est-à-dire d'arriver à observer ce qui se passe. Et quand une fois que tu arrives à observer ce qui se passe, là, tu peux ensuite passer et mettre en place une action. Tout en te rappelant que ce que tu vis là est temporaire et que ça va passer. Donc toute la technique repose sur ça, où en gros, tu vas te concentrer sur tes sensations, aussi douloureuses soient-elles. Et il y a des fois en fait où tu finis avec des vibrations de partout, etc. En fait, c'est assez impressionnant. Et ça m'a vachement fait tilt, parce que depuis des années, je me forme à l'école d'Écoute ton corps de Lise Bourbeau, et tout son travail à elle, tout son enseignement est basé sur cette notion d'observation et d'acceptation. Donc à partir de, voilà, on a fait les 3 premiers jours de la respiration, les 5-6e jours on fait la technique et ensuite on finit les derniers jours sur ça avec le 10e jour où là à la fin, à partir de 10h du matin, on peut reparler. Pendant tous ces 10 jours-là, ce qui s'est passé, c'est que les 3 premiers, j'ai failli péter les plombs parce que j'ai eu peur pour ma santé mentale en fait. J'ai eu peur de devenir fou. À la fin, de me dire, mais je dois retourner en Thaïlande après, je dois continuer mon voyage, faire mes trucs, comment je vais faire? Je vais finir, je vais être détruit. Parce que c'est un truc de fou, on ne se rend pas compte comme aujourd'hui, on est obnubilé par tout, et notamment rien que le téléphone nous prend et nous vole une énergie qui est folle. Un focus, mais c'est impressionnant. Et là, de n'avoir plus rien, tu fais que cogiter, cogiter. Les soirs, c'était très difficile pour moi de dormir. Par contre, j'avais des idées de fou en fait. Il y a eu des fois où je me suis créé des trucs, des idées que j'ai notées après, quand je suis rentré. C'était impressionnant. Le cerveau a une capacité de création à ce moment-là qui est folle parce qu'il n'a plus aucun parasite, mis à part soi-même au final. Donc c'était waouh, c'était impressionnant à ce niveau-là. Quand on est arrivé vers la fin, ça a été extrêmement dur aussi. Le milieu, ça allait du coup, mais à partir du 7, 8, 9, 10 jours, ça a commencé à être très dur encore une fois parce que je commençais à vivre de l'impatience. Alors j'allais plus partir parce que voilà, j'avais clairement compris que c'était très positif cette expérience, mais qu'une partie de moi souffrait parce qu'elle était en difficulté. Et je voulais que ça finisse très vite en fait. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il y a eu plein de paramètres qui m'ont mis en difficulté. Par exemple, le fait de ne pas faire de sport. Ça, c'est difficile parce qu'il faut savoir que depuis l'âge de 13 ans, je pense que j'ai dû prendre que 2 pauses de plus de 10 jours dans ma vie. À la retraite ici et une fois pendant 1 mois. Donc ouais, c'était chaud pour moi à ce niveau-là. J'avais tout bien préparé, je m'étais entraîné à fond juste avant, histoire de compenser un peu, d'avoir ma dose entre guillemets. J'avais bien planifié toutes mes publications et tout, histoire d'être tranquille au niveau boulot. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, ça challengeait énormément au niveau des addictions, au niveau des dépendances. Moi, je bouffe beaucoup. Je suis aussi dépendant sur certains trucs au niveau alimentaire. Et là, tu vis comme un moine. Tu vis comme si, voilà, la nourriture, tu manges ce qu'on te donne. En fait, voilà, tu vas chercher ta nourriture comme les moines qui vont commander la nourriture aux gens, etc. Et ils mangent ce qu'on leur donne. Et c'est la même chose. Alors, la bouffe était incroyable. Full végétarien par contre, mais incroyable. J'ai mangé des trucs que jamais de ma vie je pensais que j'allais pouvoir en manger parce que c'était tellement exotique. C'était juste fou quoi. C'était juste fou. Et ouais, je me suis rendu compte que
ça pouvait être très dangereux, surtout compliqué pour quelqu'un qui a des dépendances. On y reviendra après. Mais ouais, ça réveille. Tu peux pas combler ta dépendance. Tu peux pas la combler. Et c'est ça qui met en difficulté. Donc, quand on a eu fini les derniers jours, en fait, le dernier jour, le 10e jour, pardon, on a pu reparler. Et en fait, j'ai eu mal à la gorge de pouvoir reparler. En fait, à la fin de la journée, j'avais mal à la gorge parce que j'étais plus habitué. J'ai pu reprendre mon téléphone 5 minutes parce que je devais mettre des sous sur ma carte bleue pour faire une donation. Je vais vous expliquer aussi après. Et je me suis rendu compte que mes pouces n'arrivaient plus à écrire. C'était fou. J'arrivais plus à écrire. C'était une galère, un truc de fou, quoi. Et waouh, j'étais là en mode, ok, le corps est vraiment pas habitué au final à ce mouvement de pouce, clairement. Parce que si je le perds aussi rapidement en 10 jours, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Je veux dire, du piano, je peux en jouer, j'en ai joué pendant des années. Je peux arrêter quand je reprends, mes mains sont habituées, etc. C'est pas un problème. Mais le téléphone, alors qu'on écrit tous les jours avec, au bout de 10 jours, je commençais à perdre les sensations. Je me suis dit, waouh, c'est assez impressionnant. En fait, pour revenir sur cette histoire de carte bleue, tout le protocole, tout le programme, toute la retraite est basé sur des dons. Tu payes que dalle si tu veux. Nous, on avait un bon logement, la nourriture était bonne, l'enseignement et tout. À la fin du cours, tu donnes ce que tu souhaites. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que beaucoup de gens, par exemple avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit oui, j'ai fait des retraites, ça. Souvent, c'est des gens qui payent une blende, ils sont dans des dispositifs, des organismes où ils facturent, ils savent que derrière les mecs, ils sont un peu dans ce délire yogi, spirituel, etc. Et ils envoient. Là, non, cette retraite-là, on est sur le terre-terre du terre-terre. On est sur vraiment le vrai truc de retraite spirituelle. Et donc, tout est fait sur la base de donation. Donc, tu donnes ce que tu veux. Ce que tu vas donner va permettre aux prochains de faire leur retraite et inversement. Et ça continue, quoi, tout simplement. Et moi, j'ai pu la faire grâce aux dons d'autres, etc. Donc, pendant les 10 jours, comme je vous l'expliquais, c'était extrêmement compliqué. Mais malgré cela, je me rendais compte qu'il y avait des trucs très positifs qui en découlaient. L'observation, etc., c'était assez fou. J'arrivais à mieux gérer mes émotions après, plus on avançait dans la retraite. À les observer, en tout cas. Et il y avait aussi une partie qui était très intéressante, c'était les discours. Tous les soirs, Goenka, pas le créateur, mais on va dire celui qui a extend tout ça dans le monde entier, il donne en fait, via vidéo, c'est des vidéos qui sont préenregistrées. On a le petit rétroprojecteur et on regarde et il donne des discours d'une heure 20, etc. sur chaque jour, ce que l'on a fait, avec des histoires, etc. C'est hyper inspirant. Il raconte super bien en plus. Et ça te remet vraiment les choses en perspective. Ça te met une claque. Et aussi, ça te fait du bien parce que tu as l'impression que tu regardes un peu la télé. Voilà. Parce que quand tu es en train de méditer depuis 9 heures, que tu n'en peux plus, tu es comme un enfant devant le rétroprojecteur. On pourrait te passer une pub Yoplait pendant 1 heure. C'est pareil, tu vois, tu étais au max, quoi. Donc, les discours sont vraiment hyper intéressants et inspirants. D'ailleurs, j'ai acheté le livre sur Amazon là, en Kindle pour pouvoir les relire parce que la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je les réécoute, que je les revisionne parce que c'était extrêmement qualitatif. C'était impressionnant. Tout ce qu'il expliquait, c'était fou, quoi. Donc, on a fini ensuite sur les 10 jours et il y a eu un waouh, enfin, j'ai pris quand même une sacrée claque et je me suis rendu compte du bienfait de la méthode. Évidemment, ce qui a été plus facile pour moi, c'est que tout l'enseignement que j'avais derrière d'Écoute ton corps m'a aidé. M'a énormément aidé parce que c'est les mêmes notions mais vues sous un angle différent. Et j'ai beaucoup plus assimilé, j'ai pu beaucoup plus assimiler toutes ces notions-là. C'est comme si demain je me mettais à l'équitation et que le premier cheval que j'avais, c'était un cheval de fou à 1 million d'euros. Il est excellent. Évidemment que je vais pouvoir progresser, je vais pouvoir envoyer avec ce cheval-là, mais je ne vais pas pouvoir exploiter autant ce cheval-là que si j'avais fait déjà 6 ans d'équitation et commencé avec des chevaux un peu plus compliqués. Ça, c'est un point qui pour moi est important. Si derrière, un jour, vous décidez d'aller faire cette retraite-là, essayez déjà de commencer à méditer. Essayez déjà de commencer à vous renseigner sur ces notions-là, etc. À les travailler, à les pratiquer, parce que c'est ça qui va vous permettre de mieux assimiler dans l'instant T les notions acquises. Alors après, on peut toujours en refaire indéfiniment des retraités, c'est pas le problème, évidemment. Mais c'est vrai que pour une première, c'est quand même un dépucelage, on va dire, et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc à qui je pourrais recommander ce genre de retraite-là? À qui? Tout simplement
à tout le monde en réalité. Tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie cette expérience-là. Bien évidemment, l'essentiel et le plus important là-dedans, c'est de pratiquer ensuite. C'est de pratiquer ensuite. Donc là, je m'y suis mis. Et ce qui est super drôle, c'est que j'arrive à faire des sessions d'1 heure de méditation, alors qu'avant, 1 heure, ça aurait été impossible pour moi. Le plafond de verre a été pulvérisé. Et c'est fou comme du coup, la perception change. Là, maintenant, quand je fais une demi-heure, par exemple, pour moi, c'est court. Alors qu'avant, une demi-heure, c'était le truc hyper long. J'étais en mode, waouh. Je me souviens qu'il y a 2 mois, je mettais des stories, waouh, j'ai fait une demi-heure, super quoi. C'est lunaire, c'est lunaire. Et je veux dire, pendant 10 jours, j'ai fait des sessions de 2 heures. Il y a une session où j'ai fait 2 heures sans bouger. J'ai cru que j'allais mourir. Et donc, c'est énorme le changement de perception en fait là-dessus. Donc, il faut apprendre à pratiquer. Ensuite, il faut prendre le rythme et pratiquer. Moi, j'ai vraiment voulu le faire parce que je me suis rendu compte que ça m'avait fait un bien fou, en fait. Au niveau mental et au niveau émotionnel, etc. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. Et ça tombe bien parce qu'au début, je voulais enregistrer une partie de l'épisode le jour même où je quittais. Et ensuite, une semaine après, pour vous partager dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne en fait? Et oui, ça fonctionne. Et hier, j'ai eu en plus une des premières expériences, on va dire, un peu douloureuses. Donc hier, je suis arrivé en Thaïlande du coup le jour même et j'ai pris un avion, je suis allé en Thaïlande. Le lendemain, donc hier, journée incroyable. Lundi, super beau, plage, régal, voilà. Mais dans un coin de ma tête, j'ai quand même gardé la notion de anicca, la notion d'impermanence, la notion de profite, mais ça va s'arrêter. Après, peut-être qu'il va y avoir un moment un peu plus difficile, etc. Et donc, j'ai passé une agréable journée, vraiment top. Et puis le soir, je me dis, bon, ben allez, c'est parti, on va reprendre le sport. On y va, let's go. Je savais ce qui allait se passer. Je savais que j'allais pas faire des performances, je savais que j'allais pas avoir de jus. 10 jours sans faire de sport, en mode sédentaire, un truc de fou. Voilà, je savais ce qui m'attendait. Mais j'y vais, je me dis, ok, on reprend, c'est parti, let's go. On va essayer de pas trop se mettre la presse et puis on voit. Et effectivement, la séance était pas catastrophique, mais j'avais pas de jus, je me suis fait mal au coude, je me suis fait mal au dos. J'ai reçu un mail qui m'a fait un peu stresser au niveau pro. Bref, un carnage. J'étais dans la séance et je me suis dit, là, j'y suis là. Je suis dans le moment négatif, en fait, voilà, de la vague. La vague est passée, je me suis ambiancé, super, c'était cool. Et puis là, je suis dans le creux de la vague et là, ça fait souffrir. Et donc, c'est là que la méthode, elle est intéressante. La réaction première que j'aurais eue dans ce genre de situation, ça aurait été de rester dans ce schéma-là, de pas m'observer, ça aurait été un peu de stresser, de paniquer, de m'énerver, etc. Là, je suis resté calme. J'observais, je voyais qu'il y avait une partie qui souffrait. Je me disais, ok, là je souffre, il y a une partie qui est triste, qui est un peu dégoûtée, tout ça. C'est temporaire, c'est temporaire. It will go, it will change, c'est temporaire, ça changera. Et ça m'a permis de mettre le focus au bon endroit, de m'observer, de mettre le focus au bon endroit, de me rappeler que c'est temporaire, de relâcher la pression. Et c'est ça en fait qui fait qu'on souffre moins. Le jour où on arrive à juste s'observer comme ça et à agir, à se rappeler que c'est temporaire, etc., on souffre moins. Pourquoi? Parce que toute l'énergie que l'on met à nourrir cette souffrance, à nourrir la réaction que l'on a face à cette souffrance, etc., c'est ça qui nous détruit. En faisant cette observation-là, et après en agissant intelligemment, c'est là en fait qu'on va vers ce qu'on veut, et c'est là en fait, c'est ce qui nous permet de ne plus donner de nourriture à cette partie qui souffre, à cette partie qui est en réaction. Et donc forcément, on nourrit moins cette chose-là, et on peut nourrir autre chose, mettre son focus au bon endroit, et être bien. Ça veut pas dire en fait qu'il faut être dans le contrôle de oh là là je suis pas bien, il faut que je m'observe et tout, ouais c'est bon ça va mieux, ça va mieux. Non, rien à voir, rien à voir. Là on est dans un contrôle total, c'est ça qui peut être un peu dangereux aussi. C'est généralement l'erreur de tout le monde. Non, ça sert à rien d'être dans le contrôle. C'est juste tu observes ce que tu vis, tu le vis. C'est ta réalité du moment. Tu es en train de souffrir là, il se passe ça. Observe, ça va passer. Dans 20 minutes ça se trouve tu vas faire autre chose, ça va passer. Dans 10 minutes ça va passer. Peu importe ce qui se passe. Mais le but, c'est d'observer et de ne pas être en réaction à tout ça. Donc hier, ça a été intéressant parce que j'ai pu expérimenter et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je me suis dit, ok,
Maintenant, on va pouvoir vraiment concrètement pousser le délire un peu plus loin, continuer, méditer tous les jours. Et voilà, ça fera partie de mon quotidien désormais. Je vais revenir une fois par an en refaire une autre, qui sera du coup beaucoup plus facile parce que je sais à quoi m'attendre maintenant et je pourrais m'y préparer. Mais ça a été un vrai changement parce que je me suis rendu compte que toutes les notions que l'on voyait et que l'on a vues, elles étaient déjà là en fait. Tout était déjà là. La compassion, tout. On y reviendra sur la compassion pour finir, mais tout était déjà là. Mais je l'avais uniquement sur la surface visible de l'iceberg. Je l'avais en surface au niveau du mental, mais je n'arrivais pas à la voir au niveau plus profond du mental. C'est ce que l'on appelle un peu la compréhension du cœur. Souvent, on peut comprendre quelque chose mentalement. C'est très bien, on l'a intellectuellement parlant, mais on ne l'a pas expérimenté avec le cœur, on ne l'a pas compris avec le cœur. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et je me suis rendu compte que ça faisait depuis 2 ans que j'étais perdu. Depuis la fin de première saison d'hiver que j'avais fait à Megève, j'étais à l'ouest en fait. J'avançais très difficilement, la santé allait pas trop, c'était un roller coaster. Pourquoi? Parce que je voulais surtout pas souffrir à cause d'événements difficiles. Quand je vivais des événements difficiles, je souffrais énormément du coup et je voulais qu'une chose, c'était que ça parte. Et quand je vivais des événements positifs, j'avais peur que ça parte, donc je m'accrochais à eux et surtout j'étais en train de quémander, de craving ces événements-là en mode je veux du positif dans ma vie, j'y arrive pas, je veux ça, j'y arrive pas. En fait, j'étais en souffrance dans les deux côtés, il y avait aucun des deux côtés qui était bien géré et du coup ma vie était un roller coaster. Il y a une phrase en anglais qui est liée à une petite histoire qui nous raconte où en fait c'est le fameux It will go, ça changera. Ça changera. Peu importe, ça changera à chaque fois. Tu peux te lever du mauvais pied et à la fin de la journée avoir une journée exceptionnelle et être heureux. Et inversement. Et en fait, c'est ça constamment la vie pour absolument tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous avez eu mon petit retour d'expérience. C'était super drôle de revenir après un peu à la vie de tous les jours, de voir un peu comment ça se passe, les perceptions, etc. Et je me suis rendu compte que ouais, ça remettait tout dans l'ordre en fait. Tu fais un reboot de ton cerveau et ça te remet tout en perspective. Et là, par exemple, je me rends compte que maintenant le téléphone, je suis beaucoup moins dessus. Je squatte moins le téléphone. Je vais plus sur les réseaux pour juste scroller, etc. Parce que je me rends compte à quel point ça me pompe de l'énergie, ça nous pompe du temps pour rien en fait. Je dors mieux, plus détendu. Enfin, il y a vraiment eu un gros switch là-dessus. Et c'est pour ça que je veux continuer en fait, parce qu'il faut prendre soin de soi. Si on est capable d'aller faire du sport tout le temps, on est capable de faire de la méditation, ne serait-ce que 30 minutes par jour pour arriver à être mieux. Et ce temps-là est ultra bénéfique, c'est super important. Un dernier point sur lequel je voulais finir et qui a été essentiel aussi et qui m'a fait vraiment cogiter, on a beaucoup parlé de compassion pendant la retraite. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui manque au monde entier en fait. Plus personne n'est capable de compassion, plus personne n'est capable de bienveillance, plus personne n'essaye de comprendre les autres, quoi que ce soit. On se marche un peu tous vulgairement sur la gueule, ça critique dès le moindre faux pas, ça ne pardonne pas, il n'y a aucune compréhension. Et à travers cette méthode-là, c'est la base, en fait, la compassion. Comprendre l'autre dans sa souffrance, comprendre que n'importe qui sur Terre, même le plus grand des méchants, c'est juste quelqu'un qui souffre. Ça peut être extrêmement compliqué de comprendre ça, de l'accepter, parce qu'il y a des gens que ça met en réaction. Forcément, quand tu as été victime d'un abus ou autre, ça te fait énormément souffrir. Et beaucoup de gens confondent compassion et tolérance. C'est-à-dire, cette personne-là a abusé de moi. Si je développe ma compassion pour elle, ça veut dire que ce qu'elle a fait est normal. C'est comme si on tolérait ce qu'elle a fait. C'est ok, elle a le droit. Non, c'est pas du tout ça la compassion. La compassion, si demain il y a quelqu'un qui vient t'agresser et que tu le défonces, tu es dans ton droit. Mais tu vas développer une compassion en te disant, il est tellement ignorant de sa souffrance qu'il en vient à abuser quelqu'un. Et il nous parlait justement des religions, et il y a quelque chose qui m'a marqué, j'avais jamais vu ce point-là par rapport à Jésus-Christ, où il raconte que c'était le symbole même de la compassion. Jésus, pourquoi? Parce que le mec, ils lui ont fait trimballer sa croix sur je sais pas combien de mètres, cailloux au sol, je crois qu'il avait du hou piquant là, sur les chevilles.
Il arrive au top du sommet. Il lui dit, allez, maintenant, on te crucifie, les poignets, bam bam, le hou sur la tête, tu saignes de partout, tu vas crever comme ça. Et le mec, même après tout ça, il regarde vers le ciel et il dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. Ils développent cette compassion pour des gens qui sont dans l'ignorance de la souffrance, et tellement dans l'ignorance qu'ils en viennent à lui faire ça à Jésus, en fait. Et c'est un point hyper essentiel et qui, je pense, va être crucial dans les prochaines années à venir, parce qu'on est vraiment en train de tirer un peu sur la corde, je me rends compte, dans le monde entier. C'est très difficile. Et à petite échelle, dans nos relations, que ce soit amicales, familiales, amoureuses, on pardonne pas. Ça, le moindre truc, ça taille, ça critique, on a du remords. Enfin, c'est fou. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce que ça m'a beaucoup marqué en fait pendant cette retraite-là. Et ça fait vraiment beaucoup de bien d'arriver à comprendre cette notion et de la développer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été un bon petit retour d'expérience. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont demandé un retour. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, pour un prochain épisode du podcast. Ciao, ciao.